Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce 11e temps, ce 11e rendez-vous des minutes qualité médico-sociales pour laquelle nous avons le plaisir aujourd'hui de l'animer aux côtés de la SRAE Nutrition, puisque notre thématique du jour sera en lien, bien entendu, avec les attendus de la Haute Autorité de Santé dans son manuel d'évaluation pour les structures sociales et médico-sociales, sur un critère spécifique autour de la nutrition, mais un critère extrêmement important, puisque, comme vous le savez, le sujet de la nutrition est au cœur de la personnalisation de l'accompagnement des personnes, quel que soit le public, à tout âge, et concerne l'ensemble des professionnels qui vont accompagner les personnes dans vos structures médico-sociales. Donc aujourd'hui, nous serons plusieurs à intervenir. Côté Calirel Santé, donc moi-même, Noémie Terrien, qui a le plaisir d'introduire et de faire le lien entre les différents intervenants. À mes côtés, ou plutôt de l'autre côté du département, Marion Lucas. Marion, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Marion Lucas, donc je suis pilote du médico-social à Calirel Santé. Voilà, puis on vous parlera un peu plus du côté référentiel pour la partie nutrition. Et nous avons, comme je vous le disais, le plaisir d'animer cette session aux côtés de la SRAE Nutrition avec Charlotte Baudry, qui est chargée de mission au sein de la SRAE Nutrition. Charlotte, c'est bon pour vous, vous m'entendez? Oui, bonjour à tous. Donc, Charlotte Baudry, donc je suis chargée de mission à la SRAE Nutrition, donc structure régionale d'appui et d'expertise en nutrition des Pays de la Loire. Merci Charlotte. Et vous êtes accompagnée d'Aurélie Turpot, qui est aussi chargée de mission à la SRAE Nutrition. C'est bon pour vous, Aurélie? Oui. Bonjour Aurélie. Alors, au programme de cette session, donc on est ensemble pendant 1 heure. Comme vous savez, les MQMS, on tient le timing des 60 minutes. Et au programme d'aujourd'hui, donc on va aborder la nutrition. De quoi parlons-nous? Ou plutôt, la SRAE Nutrition. Charlotte et Aurélie nous détailleront les éléments en lien avec la nutrition. Nous serons ensuite le lien avec les attendus de la Haute Autorité de Santé, à la fois dans le manuel d'évaluation, mais aussi en termes de recommandations de bonnes pratiques dans les pratiques professionnelles. Et puis, nous ferons un tour des panels et ressources qui sont à votre disposition en région. Et nous réserverons un temps de ce MQMS pour des questions-réponses. Donc, comme vous avez pu le voir, vos micros sont fermés, vous n'avez pas la possibilité de les réactiver. Mais n'hésitez surtout pas à utiliser le chat pour poser vos questions, des questions qu'on pourra alimenter au cours du webinaire, mais qui feront aussi le temps d'un objet de questions-réponses à la fin de la session. Comme chaque minute qualité médico-sociale, il est enregistré. Donc, ça fera l'objet d'un replay dans les prochains jours sur la page dédiée de notre site internet. Et le support de présentation de ce jour sera aussi mis à votre disposition, qui vous permettent aussi de pouvoir communiquer et diffuser plus largement au sein de vos structures. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Charlotte et Aurélie pour nous dresser un peu le tableau de la nutrition, de quoi on parle quand on est en structure médico-sociale. À vous, mesdames. Merci Noémie. Donc, on va en effet commencer par définir ensemble la notion de nutrition. Donc, selon le Programme national nutrition santé, le PNNS, qui émane du ministère de la Santé, la nutrition s'entend vraiment comme l'équilibre entre les apports liés à l'alimentation et puis les dépenses de l'organisme, et notamment les dépenses occasionnées par l'activité physique. Donc, la nutrition, évidemment, c'est un déterminant majeur de santé. Et une nutrition satisfaisante à tous les âges de la vie va contribuer à préserver un bon état de santé. Et donc, le PNNS 4 a défini des repères alimentaires pour une meilleure santé, pour guider la population, que vous pouvez retrouver sur le site de référence qui est mangerbouger.fr. Et puis là, vous pouvez voir, vous connaissez peut-être cette affiche qui reprend en fait les principaux messages pour les adultes, avec notamment donc les grands messages, c'est qu'aucun aliment n'est interdit, mais qu'il y a des aliments qui vont être à augmenter, comme les fruits et légumes ou les légumes secs, par exemple. Certains à privilégier en termes de qualité, comme les céréales complètes ou les huiles de colza, noix et olives. Et puis certains aliments plutôt à réduire, comme les produits sucrés, salés ou la charcuterie. Donc là, c'est les repères un peu population générale, donc pour les adultes.
Et puis, à l'inverse, en fait, quand on parle de malnutrition, quand on observe des carences, des excès ou des déséquilibres dans l'apport énergétique et ou nutritionnel d'une personne. Donc, les apports peuvent être supérieurs aux besoins et entraîner différentes pathologies directement liées à l'alimentation, comme le surpoids, l'obésité ou encore diverses pathologies chroniques comme les cancers ou le diabète de type 2. Et puis, les apports énergétiques peuvent être suffisants pour couvrir les besoins de l'organisme, mais les apports en micronutriments, donc vitamines ou minéraux, peuvent, eux, être insuffisants ou excédentaires. Et donc là, on parle de carence ou d'excès en micronutriments, en vitamines ou en minéraux, avec différents impacts sur la santé. Et enfin, lorsque les apports sont inférieurs aux besoins, là, on parle de dénutrition. Donc, on ne va pas pouvoir aujourd'hui, on n'aura pas le temps d'aborder toutes les formes de malnutrition, mais on va surtout aborder ensemble aujourd'hui la dénutrition. Donc, la dénutrition, c'est vraiment un déséquilibre de la balance entre les apports alimentaires et les besoins de l'organisme. Donc, on parle de dénutrition quand les apports sont insuffisants par rapport aux besoins. Donc, cette dénutrition, elle peut être induite par une augmentation des besoins nutritionnels. Alors, cette augmentation des besoins nutritionnels, elle peut être liée à la présence de pathologies ou à des situations qui vont entraîner des dépenses énergétiques et protéiques qui vont être majorées. Au cours du vieillissement, par exemple, les besoins en protéines des personnes âgées sont plus élevés que chez les adultes. Donc, on a des besoins de l'organisme qui vont être accrus. Et puis, en parallèle, les apports nutritionnels, eux, vont être diminués. Donc ça peut être vraiment multifactoriel. Il y a plein de facteurs qui peuvent amener à ça. Par exemple, des difficultés sociales, des contextes de dépression, de solitude, une perte d'autonomie physique ou psychique, des pathologies et puis les traitements associés, des troubles bucco-dentaires ou de la déglutition, des régimes restrictifs. Enfin, toutes ces situations vont pouvoir en fait entraîner une diminution de l'appétit chez la personne et donc une diminution de la prise alimentaire, des apports nutritionnels. Et donc, tout ça fait que la balance entre apport et besoin va être déséquilibrée. Et donc, ce déséquilibre de cette balance, il va entraîner ensuite une perte de poids. Hop, Marion, si on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, merci. Donc, si la balance est déséquilibrée trop longtemps, ça va entraîner une perte de poids. Donc, ça, c'est un indicateur qui va être facilement mesurable de la dénutrition. Mais aussi et surtout, cette perte de poids, elle s'accompagne d'une fonte musculaire qui va être à l'origine de la plupart des complications de la dénutrition. Enfin, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que dans notre corps, les muscles, c'est vraiment une réserve de protéines pour notre organisme. Et les protéines, elles contribuent à plein de fonctions indispensables à l'organisme, l'immunité, etc. Et donc, cette fonte musculaire, elle va vraiment avoir des impacts et elle va entraîner des complications. Alors, au niveau des chiffres, en France, on sait aujourd'hui qu'environ 2 millions de personnes sont dénutries. Donc, c'est vraiment un problème de santé publique. La dénutrition, elle peut toucher tout type de personnes, à tout âge. Les personnes âgées, elles sont particulièrement à risque. On sait que très souvent, chez les personnes âgées, on a une diminution de l'appétit et, je le disais tout à l'heure, une augmentation des besoins, notamment des besoins nutritionnels et des besoins en protéines. Donc, elles sont particulièrement touchées, ces personnes âgées, par la dénutrition. On estime à 400 000 personnes âgées à domicile, on estime à 400 000 personnes dénutries à domicile et 270 000 en EHPAD. Ça représente la moitié des personnes âgées hospitalisées ou encore un quart des plus de 70 ans vivant seuls. Donc voilà, les personnes âgées très concernées par la dénutrition. La dénutrition, elle se retrouve aussi chez les adultes, notamment chez les personnes malades. On estime à 20 à 40% des personnes hospitalisées atteintes de dénutrition, 40% des patients atteints de cancer, 40% des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou encore 60% des personnes polyhandicapées. Donc, c'est toutes ces situations pathologiques qui vont impacter, qui vont faire que les besoins de l'organisme sont majorés et à l'inverse, la prise alimentaire est souvent diminuée. Et donc, ce sont des personnes très à risque de dénutrition. Et enfin, chez les enfants également, on retrouve une dénutrition chez à peu près un enfant hospitalisé sur 10. Alors, la dénutrition, elle a des conséquences importantes. On l'a vu, quand on est dénutri, on perd des muscles. Les protéines qui constituent les muscles
jouent des fonctions indispensables dans l'organisme. Et donc, quand on est dénutri, chez les personnes dénutries, on va observer une baisse de l'immunité avec une prévalence des infections nosocomiales qui va être multipliée par 3. Globalement, un affaiblissement physique, plus de fatigue, une perte de force, une augmentation des chutes, des fractures, et puis globalement une baisse de morale, une augmentation du délai de cicatrisation. Chez les personnes âgées dénutries, on va bien souvent, si on laisse la dénutrition s'installer, observer des escarres qui ont du mal à cicatriser, une aggravation des maladies chroniques et de la dépendance. La dénutrition, elle est vraiment liée à une augmentation de la durée de séjour à l'hôpital, une augmentation des réhospitalisations et puis une augmentation des institutionnalisations. Et puis globalement, on sait que chez les personnes qui sont dénutries, on a un risque de mortalité qui est multiplié par 3. Donc, de graves conséquences et complications qui vont être induites par la dénutrition. Et la dénutrition, on parle souvent de cette spirale. En fait, la dénutrition, comme on l'a vu, elle peut commencer simplement par une perte d'appétit, une petite perte d'énergie, puis un amaigrissement. Et puis, elle va ensuite être associée à tout un tas de complications, déficit immunitaire, escarres, chutes, etc., qui peuvent vraiment aller jusqu'à l'hospitalisation et au décès. Et l'idée de cette spirale de la dénutrition, c'est qu'en fait, un repérage précoce, dès les premiers signes de la dénutrition, avec la perte d'appétit et l'amaigrissement, si on repère la dénutrition très tôt, on est encore dans le côté réversible de la spirale et donc on va pouvoir la stopper. Si malheureusement on laisse les complications trop s'installer, là on arrive à des stades irréversibles, ça va être beaucoup plus difficile de ramener la personne dans un état nutritionnel satisfaisant. Donc je laisse maintenant la parole à Aurélie pour continuer sur la prévention et la lutte contre la dénutrition. Donc, oui, bonjour à tous. Donc, pour prévenir et lutter contre la dénutrition, un des enjeux, c'est d'adapter l'alimentation. Et l'objectif, c'est vraiment de couvrir les besoins et de maintenir le plaisir de manger. Et un des enjeux, c'est déjà de limiter au maximum les régimes ou en tout cas de vraiment les réévaluer de manière régulière en travaillant vraiment avec l'équipe médicale pour ne pas rester sur un régime trop restrictif trop longtemps, ce qui va pouvoir limiter le plaisir de manger et limiter les besoins et les apports nutritionnels. Il y a aussi, évidemment, pour prévenir et lutter contre la dénutrition, il faut privilégier les aliments qui sont riches en protéines et ou en énergie, et surtout les protéines, comme l'a dit Charlotte, on a souvent une perte de la masse musculaire, et donc il est important d'avoir des apports en protéines suffisants pour maintenir cette masse musculaire, et donc de consommer des aliments qui sont riches en protéines, comme les produits laitiers, les légumes secs ou encore la viande, le poisson et les œufs. Lorsque parfois on a un petit appétit, il est difficile de consommer des trop grosses quantités, donc on va vraiment enrichir l'alimentation en énergie et en protéines en ajoutant des ingrédients pour que la qualité nutritionnelle du plat soit plus importante, qu'il y ait plus de calories et de protéines dans un même volume. Et si nécessaire, si l'appétit est aussi limité, on peut fractionner l'alimentation, donc proposer différents repas et différentes collations pour augmenter les apports tout au long de la journée. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Ouais. Et donc, parmi la dénutrition, il y a des signes d'alerte qui peuvent vous faire dire que le patient est à risque de dénutrition. Déjà, avant ça, il y a aussi des facteurs de risque, que ce soit différentes pathologies, le fait de prendre beaucoup de médicaments, les troubles de la déglutition ou bucco-dentaire, des difficultés sociales ou une perte d'autonomie peut être un facteur de risque de la dénutrition. Et puis après, il y a 2 signes d'alerte qui sont assez évocateurs. Donc, c'est soit la perte d'appétit ou la difficulté à s'alimenter, ou encore la perte de poids qui est involontaire, quel que soit le poids de départ. Un patient qui est en surpoids ou en situation d'obésité, même s'il y a une perte de poids involontaire, il y a un risque aussi que ces personnes soient dénutries. Donc, vraiment, devant ces signes d'alerte, il y a un risque que la personne soit dénutrie et donc il faut pouvoir repérer et diagnostiquer cette dénutrition. Parmi les signes d'alerte et surtout les facteurs de risque, ça fait partie des critères du référentiel de la Haute Autorité de Santé, les troubles de la déglutition. Donc là, on va juste faire une petite slide, même si ce n'est pas le sujet, mais on sait que les troubles de la déglutition, c'est un facteur de risque de la dénutrition et puis c'est même un problème en fait à part entière. Donc, pour rappel, les troubles de la déglutition, c'est une difficulté à avaler les aliments, les boissons et ou les médicaments.
et ça se manifeste souvent par une sensation de gêne et de blocage. Et en fait, c'est lorsque le passage de l'alimentation passe au niveau de la trachée et pas de l'œsophage. Donc déjà, il y a des comportements à avoir. Il faut éviter certains aliments qui vont être à risque de fausse route, comme les aliments trop secs, pâteux, adhérents, ou alors les mélanges qui sont trop liquides, solides et qui vont être difficiles à gérer en bouche, ou encore tous les aliments qui vont être fragmentés, effrités ou filandreux. Il y a différents signes d'alerte sur ces troubles de la déglutition. On vous en a mis quelques-uns ici. Donc, c'est déjà une modification des habitudes alimentaires. Si la personne, elle prend plus de temps pour manger, si elle évite certains aliments, ça peut être un signe évocateur des troubles de la déglutition. Si on a une gêne, une douleur, des raclements de gorge ou alors une modification de la voix, si on a une toux pendant ou après le repas, des résidus alimentaires dans la bouche, des déglutitions multiples, des reflux alimentaires par le nez, des difficultés à avaler des médicaments ou encore des difficultés respiratoires après les repas. Tous ces signes peuvent être évocateurs d'un trouble de la déglutition. Et ce qu'il faut savoir et être vigilant, c'est qu'il existe des fausses rousses silencieuses où la personne ne va pas forcément tousser. Et donc, les signes qui peuvent évoquer une fausse route silencieuse, ce sont souvent un larmoiement au niveau du repas ou même des fièvres qui peut être induit par une fausse route silencieuse. Pour prendre en charge ces troubles de la déglutition, c'est vraiment un travail d'équipe, c'est un travail pluriprofessionnel où il faut observer, évaluer et adapter au quotidien la prise en charge des personnes. On peut faire aussi un bilan de déglutition avec un orthophoniste ou un kiné. Et puis après, l'idée, c'est d'adapter au maximum la prise en charge. Donc, on va aussi là parler de l'alimentation. On va pouvoir adapter la texture aux capacités du patient, mais vraiment vigilance, le passage en mixité, ce n'est pas sans conséquence. Ça peut aussi induire du coup une dénutrition parce qu'on va limiter le plaisir de manger, on va limiter les quantités consommées. Donc, il faut vraiment se questionner sur est-ce qu'il faut forcément passer en tout mixé ou pas. Et puis, au-delà de l'alimentation, il y a aussi tout ce qui est posture et matériel adapté pour s'alimenter, les soins bucco-dentaires et aussi la vigilance sur la prise des traitements qui fait partie de la prise en charge des troubles de la déglutition. Vous pouvez retrouver, il y a une fiche outil qui a été faite par l'APHP sur la détection et les prises en charge des troubles de la déglutition chez le sujet âgé. Et il y a aussi une fiche outil de la SFNCM, c'est la Société francophone de nutrition clinique et métabolique, qui a fait une fiche sur la prévention et le diagnostic de fausse route, donc qui peut vous aider dans vos pratiques au quotidien. Voilà un peu sur les troubles de la déglutition, qui est un des facteurs de risque de la dénutrition. Si on en revient maintenant au diagnostic de la dénutrition, en 2019 et 2021, la Haute Autorité de Santé a revu les critères diagnostiques de la dénutrition avec des seuils différents selon les populations. Il y a des seuils selon si on est un enfant, adulte ou une personne de plus de 70 ans. Et donc, pour diagnostiquer la dénutrition aujourd'hui, il faut 2 critères. Donc, un critère phénotypique, qui est soit une perte de poids ou stagnation podérale pour les enfants, un faible IMC ou une diminution de la masse et de la fonction musculaire. Donc, il faut un de ces 3 critères. Et il faut aussi un critère étiologique, donc soit une réduction de la prise alimentaire, une absorption réduite ou encore une situation d'agression. Et ce sont vraiment le cumul de un critère phénotypique et un critère étiologique qui montre qu'il y a une dénutrition et où on peut diagnostiquer la dénutrition. Suivant, Marion, je crois qu'il y a... Ouais, c'est juste que ça ne passait pas. Je suis désolée. Et donc, il y a aussi des critères qui définissent le degré de sévérité. Une fois qu'on a diagnostiqué la dénutrition, pour savoir si on est sur une dénutrition modérée ou sévère, il y a des critères spécifiques que vous pouvez retrouver à la fois dans les fiches outils de la HAS, avec une fiche outil sur le diagnostic de la dénutrition chez l'enfant, chez l'adulte et la personne de 70 ans et plus, et des fiches pédagogiques de la SFNCM selon le public cible. Une fois le diagnostic de la dénutrition, il y a une prise en charge nutritionnelle qui est importante selon le degré de dénutrition. Donc, s'il n'y a pas de dénutrition, évidemment, on reste en surveillance, d'autant plus si on a un des facteurs de risque qu'on a évoqué juste avant. Et si on a une dénutrition modérée ou si même on n'a pas de dénutrition, mais on a des apports alimentaires qui sont diminués, on va être sur des conseils alimentaires pour favoriser et essayer de couvrir les besoins nutritionnels et même sur de l'enrichissement pour augmenter les apports nutritionnels et augmenter les apports en protéines et en calories.
Et si ce n'est pas nécessaire, on va être sur les compléments, l'ajout de compléments nutritionnels oraux qui peuvent être des produits qu'on retrouve en pharmacie ou en établissement de santé qui vont permettre d'augmenter les apports en calories et en protéines des personnes. Si vraiment là on est sur une dénutrition sévère ou si les apports alimentaires ne suffisent pas, on va aller sur ce qu'on appelle une nutrition artificielle, donc soit une nutrition entérale, donc sonde nasogastrique ou gastrostomie par exemple. Et si le tube digestif n'est vraiment pas fonctionnel, là on va aller sur une nutrition parentérale, donc c'est directement soit par cathéter en intraveineux. Voilà pour cette petite introduction autour de la dénutrition. Eh bien, merci, mesdames. Merci de l'ensemble de ce périmètre où c'est important, comme vous l'avez souligné, de bien repositionner ces sujets dans la qualité de l'accompagnement et puis surtout identifier que c'est un risque majeur pour les personnes accompagnées et quel que soit leur âge et quelle que soit la structure accompagnée. Je vous ai mis dans le petit chat les refs qu'ont cité Aurélie et Charlotte, notamment les recommandations HAS 2019-2021 et le lien vers le replay qu'avait organisé la HAS sur le sujet. Donc, toutes ces informations-là vous seront aussi partagées à la suite du webinaire. Alors, maintenant qu'on sait de quoi on parle, l'objectif de la présentation de Marion, ça va être de regarder ce que attend la Haute Autorité de Santé. D'une part, dans le manuel d'évaluation des structures sociales et médico-sociales, et puis on fera un petit zoom ensuite avec Charlotte et Aurélie sur les outils au sein des pratiques professionnelles. Je laisse tout de suite la parole, Marion. Oui, donc l'objectif, donc il y a des objectifs dans le manuel, donc ils sont repris dans l'objectif 2.4. Les professionnels adaptent avec la personne son projet d'accompagnement au regard des risques auxquels elle est confrontée. Donc on a un critère, mais qui est très important, qui est le point 2.4.4, les professionnels adaptent le projet d'accompagnement au risque de dénutrition, malnutrition ou troubles de déglutition auxquels la personne est confrontée. Donc, on vous a remis la fiche qui correspond. On va faire plutôt un focus sur les éléments d'évaluation de la démarche, parce que tout ce qui est référence Aurélie et puis Charlotte vous en ont parlé et on vous remettra les recommandations de bonnes pratiques suite à ce webinaire. Donc, que vont regarder les évaluateurs quand ils vont venir dans votre établissement? Donc, il y a 3 moyens d'évaluation. Le premier, c'est l'entretien avec les professionnels. Le deuxième, c'est la consultation documentaire. Et la troisième, c'est une observation terrain. Donc, que vont-ils regarder sur l'entretien avec les professionnels? Donc, ils vont demander aux professionnels est-ce qu'ils évaluent les risques de dénutrition, de malnutrition ou de troubles de déglutition pour la personne accompagnée? Est-ce que les professionnels co-construisent en équipe et avec la personne son projet d'accompagnement au regard des risques identifiés? Est-ce que la personne est informée, par exemple, de sa modification de texture ou d'un régime particulier, même si Aurélie et Charlotte ont évoqué le fait qu'il faut éviter des régimes particuliers. Les professionnels mobilisent tous les moyens nécessaires pour mettre en œuvre le projet d'accompagnement au regard de ces risques. Et ensuite, on a la partie consultation documentaire, donc tous les éléments de traçabilité dans le dossier qui permettent de confirmer l'évaluation des risques de dénutrition, de malnutrition ou de troubles de déglutition auxquels la personne est confrontée et, si besoin, de l'adaptation de son projet d'accompagnement au regard de ces risques et toute procédure liée au risque de dénutrition, malnutrition et de déglutition. Et un troisième élément, à toute observation sur le terrain, permettra de confirmer ou d'infirmer le fait que on traite ou on évalue la gestion des risques de dénutrition, de malnutrition et de troubles de déglutition pour la personne accompagnée. Donc là, on est vraiment sur la partie évaluation
mais je vais laisser tout de suite la parole à Charlotte et Aurélie pour vous donner plutôt des éléments sur le terrain concrètement de quoi on parle quand on fait une évaluation de la dénutrition dans votre établissement. Donc oui, en effet, pour évaluer le statut nutritionnel des patients, ça va passer déjà par évidemment le recueil de données cliniques, hein, le poids, la taille, l'indice de masse corporelle, si possible la force et la masse musculaire. Donc ça, c'est vraiment des critères, on l'a vu, hein, qui font partie maintenant des critères diagnostiques de dénutrition. Donc, pour réussir à diagnostiquer la dénutrition, il faut pouvoir se baser sur ces données. Donc, il faut les avoir de manière régulière pour vos patients. Donc, le poids, la taille et l'IMC, c'est des critères qui sont quand même assez communs et classiques. Ce qui est un peu nouveau depuis l'actualisation des critères, c'est la force et la masse musculaire. Hein. Donc, on est bien consciente que ce n'est pas toujours facile à mesurer, notamment en EHPAD. Mais voilà, maintenant, ça fait partie des critères. Donc, il faut essayer de s'y mettre progressivement. Le recueil, bien sûr, des habitudes alimentaires, du niveau d'autonomie de la personne pour s'alimenter. Ça, c'est des infos qu'on récupère à l'entrée de la personne dans la structure ou au début de prise en charge pour bien avoir en tête ses préférences alimentaires, si elle a des régimes alimentaires particuliers, si elle a besoin d'aide pour s'alimenter, etc. Ensuite, au quotidien, évidemment, on surveille sa prise alimentaire et on essaye de recueillir. Donc ça, c'est vraiment un travail pluripro, hein, en équipe. Enfin, tout le monde participe à vraiment être attentif aux différents signes d'alerte qu'on a évoqués en introduction. Donc, si d'un coup, la personne, on observe une baisse brutale de l'appétit ou des difficultés pour s'alimenter qui n'étaient pas présentes auparavant, l'important, c'est de les signaler au reste de l'équipe et puis dans le dossier du patient. L'évaluation de la dénutrition, donc ça, conformément aux critères diagnostiques de la HAS, comme on les a évoqués. Et puis, il faut également, on l'a vu, hein, il y a plein de facteurs de risque qui peuvent amener à la dénutrition. Et donc, l'idée, ça va être aussi de suivre ces facteurs de risque nutritionnels. Quand c'est possible, réaliser un bilan bucco-dentaire, des bilans de déglutition si on a des risques, des doutes sur la présence de troubles de la déglutition chez le patient, et puis toutes les pathologies et les traitements associés, c'est de considérer lesquels peuvent avoir un impact sur la prise alimentaire pour adapter ensuite au maximum la prise en charge nutritionnelle du patient. Et donc l'idée avec tous ces critères et tous ces éléments d'évaluation, c'est de les reporter dans tout document pour vraiment que ça soit des documents qui soient partagés au sein de toute l'équipe de prise en charge, et que tout soit bien tracé dans le dossier du patient. Et voilà, si on peut passer à la slide suivante. La Haute Autorité de Santé, dans ses recommandations sur le diagnostic et la prise en charge de la dénutrition, donne aussi des fréquences auxquelles il est important de réévaluer en fait le risque de la dénutrition. On sait qu'il c'est des populations fragiles. Une dénutrition peut apparaître hyper rapidement. Donc, il est recommandé, notamment en ambulatoire et en ville, de réévaluer le risque de la dénutrition avec notamment les pesées au moins une fois par mois à domicile et à chaque consultation. En hospitalisation de moyen court séjour et en SSR à l'entrée, on évalue le risque de la dénutrition de la personne qui arrive dans la structure. Et ensuite, une fois par semaine, on se réinterroge. C'est quasiment de la surveillance au quotidien, hein, de l'état nutritionnel de ces patients-là. Et puis en unité long séjour et en EHPAD, à l'entrée et une fois par mois. Et là encore, régulièrement, on réactualise les informations dans le dossier du patient, dans les comptes rendus de RCP, etc., s'il y en a, pour avoir à dispo vraiment les dernières données les plus actualisées possibles, notamment le recueil du poids, hein, du patient qui, par exemple, est fait tous les mois, que ça soit bien tracé dans le dossier. Et puis, ensuite, pour bien prendre en charge la dénutrition, donc là, chez les patients qui sont vraiment diagnostiqués et repérés comme dénutris, l'idée au sein d'un établissement, ça va être, si on le peut, de formaliser en fait un protocole adapté pour qu'il soit vraiment partagé avec toute l'équipe, que tout le monde soit OK sur la procédure à mettre en place,
quand on repère une dénutrition. Donc, ça va être utile à toute l'équipe et pour que vraiment la prise en charge soit efficace, quand il y a une dénutrition, il va falloir évidemment rechercher et puis traiter les causes de la dénutrition. Hein. Si la dénutrition, elle est liée au fait que la personne, elle n'arrive pas à manger parce qu'elle a un appareil dentaire qui est complètement inadapté, on ne va pas pouvoir soigner la dénutrition si on n'essaye pas de soigner cette cause. Donc, il y a ça. Ensuite, bien sûr, adapter l'alimentation. Donc, Aurélie vous en a parlé. L'adaptation de l'alimentation en cas de dénutrition, elle passe notamment par l'enrichissement. Donc, le fait de vraiment faire en sorte que tout ce que le patient mange soit le plus intéressant d'un point de vue nutritionnel possible pour qu'on réussisse à couvrir ses besoins. L'adaptation, elle passe aussi par une adaptation des textures en cas de trouble de la déglutition, si la personne a besoin de passer en texture modifiée. Tout ça, ça se fait, si c'est possible, à partir d'un bilan diététique. En collaboration avec le service de restauration, il faut bien que les informations elles passent entre les équipes soignantes qui diagnostiquent et qui décident d'adapter l'alimentation et puis les équipes de restauration qui vont ensuite préparer les repas. Ça passe aussi bien sûr par l'éducation du patient. Hein. Il faut vraiment informer le patient, lui expliquer pourquoi on adapte son alimentation, dans quel but, dans quel objectif et pourquoi on le fait. Et puis aussi, si c'est nécessaire, si l'alimentation standard ne suffit pas, prescription de compléments nutritionnels oraux ou de nutrition artificielle. Et donc là aussi, dans toute la démarche, dans tout le protocole de prise en charge, c'est notifier dans le dossier du patient toutes les adaptations qui sont mises en place autour de son alimentation. Et pareil pour les troubles de la déglutition, enfin on en a un petit peu parlé, mais toute adaptation de texture doit bien être indiquée dans le dossier du patient et bien transmise à toute l'équipe. Merci, mesdames. Alors, les ressources disponibles pour avancer arrivent à point nommé puisqu'on a une première question dans le chat qui, justement, pose la question très bien, toutes ces recommandations, mais est-ce qu'il existe des outils, notamment des grilles d'évaluation pour l'ensemble de ces bilans et des outils validés qui nous permettent d'avancer et d'accompagner au mieux nos personnes? C'est à vous, mesdames. Je vais parler des ressources et puis après, spécifiquement, je pense qu'il y a des éléments qui vont pouvoir répondre à la question. Donc, sur la dénutrition, de manière globale, vous pouvez retrouver un peu des fiches pédagogiques d'aide au diagnostic et à la prise en charge et à la surveillance de la dénutrition. Hein, c'est ce que je disais plus haut. De la SFNCM, vous en avez une sur les enfants et les adolescents, une pour les adultes et la personne âgée. Et puis, vous en avez deux, donc une sur la bioimpédancemétrie et une sur le handgrip, qui sont en fait des outils de mesure de la force et de la masse musculaire. Et comme ce sont des nouveaux critères, la SFNCM a fait des fiches pédagogiques qui peuvent vous aider pour mesurer la force et masse musculaire. Pour les patients qui sont plutôt en ambulatoire et qui vivent à domicile, il y a des outils de repérage assez simples. Donc, il y a le MNA et il y a aussi un outil Parade qui reprend 4 questions qui peut être, normalement, il est destiné à l'autodépistage, mais il peut être aussi utile pour les aidants et pour l'entourage. Et donc, vous pouvez le commander auprès de la SRAE Nutrition. Et puis après, il y a aussi des outils d'information et de prise en charge de la dénutrition, donc, que vous pouvez retrouver sur notre site internet sous forme de fiches mémo, donc soit sur l'activité physique, sur comment enrichir son alimentation, ou plus globalement, lorsqu'on diagnostique une dénutrition, quels sont les conseils nutritionnels à suivre. Et puis, on retrouve sur notre site internet des exemples de recettes enrichies, concrètement, comment je fais pour enrichir. Et donc, on a différentes recettes sur à la fois l'entrée, le plat ou le dessert. Spécifiquement pour les EHPAD, donc une de nos missions, et on travaille en binôme avec Charlotte pour accompagner les professionnels et les établissements, et notamment les EHPAD. On propose le kit Dénut EHPAD, donc, qui reprend des outils. Donc, il y a des affiches pour sensibiliser les professionnels et les résidents sur la dénutrition et même les familles. On a souvent des idées reçues sur la dénutrition. Donc, on a 2 affiches qui peuvent être affichées dans l'établissement. Vous retrouvez aussi des fiches pratiques qui reprennent les signaux d'alerte
le parcours nutritionnel du résident d'EHPAD avec les différentes étapes sur le bilan d'entrée, les éléments diagnostiques, la prise en charge et puis le suivi. Et puis des éléments vraiment sur la nutrition avec les besoins nutritionnels de la personne âgée, une fiche pratique sur comment initier un enrichissement au sein de mon établissement. Donc, vous retrouvez tous ces éléments dans le kit DNUT-EHPAD qui est disponible en format numérique sur notre site internet et qu'on peut vous envoyer aussi par voie postale. On fait aussi des webinaires spécifiques à destination des EHPAD. Donc, il y en a eu plusieurs sur la santé bucco-dentaire, les troubles de la déglutition, l'enrichissement de l'alimentation. Vous trouvez tous les replays sur notre site internet. Et puis, spécifiquement pour diagnostiquer la dénutrition en EHPAD, on propose un outil numérique. Donc, c'est l'outil DNUT qui est sur la solution régionale parcours et qui vous permet, en quelques clics, via les nouveaux critères de la HAS, de connaître l'état nutritionnel de vos résidents. Et enfin, plus globalement, parce qu'il y a la dénutrition, mais l'alimentation, c'est beaucoup plus global. Et l'alimentation en EHPAD, c'est vraiment au cœur de la prise en charge. On a mis sur notre site internet et sous forme de plaquette, qui est ici en tout petit, les différentes ressources qui sont à votre disposition pour travailler autour de l'alimentation, pour améliorer l'alimentation, soit plutôt sur le côté santé, soit pour améliorer le plaisir ou même pour travailler sur les approvisionnements de votre restauration. Voilà un peu tous les outils sur la dénutrition concernant les troubles de la déglutition. Donc, je vous ai remis les 2 fiches dont on a parlé plus haut. Et puis, on a fait des webinaires spécifiques sur les troubles de la déglutition et signes d'alerte en EHPAD. Donc là, plutôt pour les EHPAD. Et puis, le rôle de l'orthophonie sur la prévention et la prise en charge des troubles de la déglutition, qui reprend aussi pas mal de doc ressources. Donc, vous pouvez retrouver tout ça aussi sur notre site internet. Et puis, vous pouvez retrouver d'autres ressources. Il y a notamment une fiche sur les différentes textures à proposer au sein de vos établissements. Donc, c'est la fiche SFNCM texture. Et puis, plus globalement encore, on vous a remis le groupe Miam Miam, qui est un groupe de travail parents-soignants sur les troubles de l'oralité, donc là, plutôt pour les enfants. Et puis, vous pouvez aussi vous appuyer sur l'URPS orthophoniste si vous avez des questions autour du repérage, diagnostic des troubles de la déglutition et puis quelles adaptations mettre en place. De manière plus diverse, pour les patients en situation de handicap, alors je vois la question là sur le polyhandicap, là c'est vraiment sur le handicap de manière globale. Vous avez des outils, structures ressources, formations ou exemples d'action. On a fait une page ressources sur notre site internet. Il y a aussi un webinaire sur handicap et alimentation, quels accompagnements pour les professionnels et personnes qui sont en situation de handicap. Et puis, il y a une journée handicap et dénutrition le 16 juin prochain à Angers, qui est organisée par Axodan et l'URPS chirurgien dentiste. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le lien. Et puis, en tant qu'établissement sanitaire et médico-social, il y a des recommandations sur les alimentations standards et thérapeutiques à proposer. Alors, c'est plutôt chez l'adulte en établissement de santé, mais ça peut vous donner des idées ou des informations sur comment adapter les régimes, donc qu'on appelle maintenant plutôt alimentation thérapeutique. Il y a eu beaucoup de régimes et d'alimentation qui ont été proposés dans les établissements et on essaye de limiter au maximum pour favoriser le plaisir de manger et éviter en fait de provoquer ou d'induire une dénutrition. Donc, vous pouvez vous appuyer sur ces outils-là qui peuvent vous donner différentes astuces. Et puis, de manière très globale, pour tous, il y a les recommandations nutritionnelles qui sont issues du programme national Nutrition Santé que vous pouvez retrouver sur le site mangerbouger.fr et qui reprennent les recommandations à la fois pour les enfants, les adultes ou les personnes âgées de manière globale sans pathologie particulière. Voilà. Merci Aurélie et Charlotte. Alors, il y a beaucoup de ressources qui existent. Donc, on a pu voir là sur le diaporama que vous nous présentez, il y a des liens hypertextes. Donc, pour les participants, ce sera, on va dire, plus facile de pouvoir y accéder directement. Toutes ces ressources sont aussi disponibles sur votre site internet? Oui, oui. La majorité, oui. Et j'imagine qu'une question qui doit y avoir parmi les participants, c'est que s'il y a des questions un petit peu plus spécifiques, de quelle manière on se rapproche et on contacte la SRAE Nutrition?
Alors, pour contacter l'Astral Nutrition, vous pouvez aller sur notre site internet et il y a un formulaire de contact et vous identifiez, enfin voilà, ça vous identifie vous en tant que structure, la thématique, votre demande. Et puis en fonction, on vous répondra. Donc, soit on vous répondra directement, on vous mettra les outils qu'on a à notre disposition, ou alors on relaiera votre demande vers des structures qui sont plus spécialisées sur la thématique. Alors, on a une première question qui est arrivée sur le chat. C'est comment mesure-t-on la force et la masse musculaire? Alors, il y a plusieurs façons de mesurer la force et la masse musculaire. Donc, pour mesurer la force musculaire, il y a plusieurs éléments. Donc, il y a notamment le hand grip, c'est un dynamomètre. Ouais. Donc, c'est une espèce de petite poignée qui est disponible dans certains établissements, qui vous permet de mesurer la force de préhension du membre supérieur du bras. Donc, vous avez des... Il faut juste que le patient, en fait, il serre la poignée, ça va donner un chiffre en kilos. Et après, vous avez sur notamment la fiche de la SFNCM les seuils en dessous desquels on considère qu'il y a une perte de la force musculaire. Donc ça, c'est un premier élément. Si on a un hand grip ou un dynamomètre au sein de l'établissement. Et après, vous pouvez faire le test de lever de chaise. Donc, il faut faire 5 levées de chaise. Donc, c'est se lever de sa chaise sans aide, sans accoudoir, en moins de 15 secondes. Donc, ça, c'est pour la force. Voilà, ça, c'est pour la force. Et ensuite, la masse musculaire. Donc là, elle se mesure surtout par des techniques d'imagerie, en fait. Donc, bioimpédance-mètre ou DEXA. Donc ça, on les retrouve plutôt en établissement de santé. Hein. Tout le monde ne dispose pas de ce matériel. Mais du coup, il y a un critère un peu plus facilement mesurable qui a été validé. C'est une circonférence de mollet. Chez la personne âgée, c'est inférieur à 31 cm. Qui là définit aussi une masse musculaire basse. Mais tout ça, c'est très bien expliqué parce qu'en fait, là, on fait des raccourcis, mais il y a des critères différents en fonction de si c'est chez l'enfant, chez l'adulte ou chez la personne âgée. Donc, tout ça, c'est bien résumé dans les petites fiches de la SFNCM dont on vous a parlé. Vous retrouverez toutes les infos là-dessus. Alors, une autre question un petit peu plus généraliste. Il existait un clan régional. Est-ce qu'il est toujours en fonction ou est-ce qu'il a été remplacé par l'Astra Nutrition? Oui, il a été remplacé par l'Astra Nutrition. Aujourd'hui, on a englobé plusieurs structures sur le sujet de la nutrition et notamment le plan régional. Aujourd'hui, c'est plutôt nous qui pouvons accompagner les établissements sur toutes leurs questions autour de la nutrition. Et une fois la question, les ergothérapeutes ont donc leur place au sein des clans. Oui, vraiment, la nutrition, c'est un sujet qui concerne tous les professionnels de tous les établissements. Chacun peut avoir un rôle à un moment donné. Et bien sûr, les ergothérapeutes ont toute leur place pour réfléchir en équipe sur le matériel adapté, sur les adaptations, les aides techniques qui peuvent être possibles. Bien sûr, tout le monde peut faire partie d'un clan. Alors, on va attendre que des questions puissent arriver sur le chat ou peut-être Marion, ce que je te propose, c'est de présenter plus globalement les outils et ressources qui sont à disposition des structures dans le cadre du dispositif d'évaluation. Parce que vous l'aurez compris, aujourd'hui, notre thématique, c'est vraiment la nutrition qui est un critère du manuel d'évaluation. Alors, c'est vrai que c'est un seul critère parmi l'ensemble du manuel d'évaluation. On voit toute l'importance de la nutrition sur la question de la qualité et de la sécurité de l'accompagnement. On fait le lien, nous, aisément à Calirel Santé avec des événements indésirables qui surviennent et quand on analyse ces situations, on voit que le sujet de l'évaluation, notamment des risques associés à la nutrition, aurait pu être amélioré. Donc, vous avez évoqué tout à l'heure les fausses routes, mais aussi d'autres thématiques. Et c'est vrai que de replacer ce sujet de la nutrition dans la démarche globale de la qualité, de la sécurité de l'accompagnement, c'est vraiment majeur. Marion, je te laisse partager les ressources et puis on reprendra les éléments de questions-réponses jusqu'à midi.
Donc, on vous a remis le programme de travail de Caliral Santé parce qu'on a publié notre feuille de route 2023-2027 avec les enjeux thématiques et les modalités d'animation sur 2023 de Caliral. Donc, vous pourrez les retrouver sur notre page du site internet avec du coup nos axes prioritaires de travail. Si on reprend la partie plutôt sur le référentiel d'évaluation des établissements médico-sociaux, on a des ressources Caliral qui sont pour vous accompagner. On a déjà un kit composé de flyers et d'affiches pour vous aider à vous approprier les recommandations de bonnes pratiques. On vous invite vivement à les télécharger parce que c'est des outils qui peuvent vous aider en équipe pour avancer sur les différentes thématiques du référentiel. Un outil d'appropriation du manuel d'évaluation qui va vous permettre de faire une première photographie en fait au regard des critères sur ce qui est mis en place dans vos structures et ce qui est déjà très bien fait dans vos structures. On a un espace d'échange dédié au nouveau dispositif d'évaluation sur TokolSpirit. Donc, si ça vous intéresse d'avoir accès à notre outil collaboratif TokolSpirit, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur contact@calirelsanté.com. On ne pourra pas vous répondre aujourd'hui parce que notre adresse mail est en maintenance, mais dès lundi, on pourra vous répondre. Et comme Noémie l'a introduit tout à l'heure, on est rendu aux 11e minute qualité du secteur médico-social. Et donc, il y a déjà eu beaucoup de sujets d'évoquer, mais on aura des prochains sujets, notamment sur l'identito-vigilance, sur le partenariat avec les usagers, sur la promotion, sur la lutte contre les maltraitances, sur des outils, sur la gestion des risques. Donc, tous ces MQMS-là, vous allez les retrouver chaque mois. Donc, vous aurez une invitation pour le prochain à partir de lundi. Et chaque mois, on vous donne rendez-vous pour les suivre et vous avez une page de replay qu'on vous remettra à la suite de ce webinaire. Donc, où vous retrouvez les replays, mais également les supports qu'on a pu échanger aujourd'hui avec tous les liens du coup vers l'outillage que vous pouvez retrouver. Et juste pour votre petite information, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, on a fait un webinaire sur le risque infectieux. Et le CEPIAS Pays de la Loire nous a partagé un outil où vous avez tous les supports et ressources disponibles en région et au niveau national pour vous aider à travailler sur le risque infectieux. Donc, vous pouvez le retrouver sur notre page dédiée DMQMS pour vous aider à travailler sur cette thématique-là. Et donc, à la fin de l'année, donc il y aura une communication qui sera faite dans quelques temps. Il y aura une rencontre régionale avec la Haute Autorité de Santé, le CREAI, l'ARS Pays de la Loire et Caliral Santé sur le nouveau dispositif d'évaluation. Surtout, vous avez beaucoup d'outils qui sont à votre disposition sur le site de Caliral Santé pour vous aider à mettre en place la démarche qualité et la gestion des risques. Et n'hésitez pas aussi à aller sur les sites de nos partenaires comme la SRAE Nutrition aujourd'hui. Et vous avez pu le voir tout au long de ce webinaire, il y a beaucoup d'outillage pour vous aider. Vous n'êtes pas seul pour avancer sur ces thématiques-là. Et n'hésitez pas surtout à télécharger les outils et puis à revenir vers les structures qui peuvent vous aider pour avancer sur ces thématiques-là. Alors, est-ce que j'ai fait émaner des questions sur le sujet, Noémie? Merci Marion. Et du coup, c'est très bien parce qu'il nous reste encore une petite dizaine de minutes pour pouvoir répondre aux différentes questions qui sont arrivées sur le chat, effectivement. Alors, donc on a une question toujours dans la continuité d'embarquer l'ensemble des professionnels et notamment les professionnels qui exercent en cuisine. Comment les former et les sensibiliser
au sujet de la dénutrition et plus globalement des risques associés à la nutrition. Donc, il y a eu une réponse d'un participant qui disait qu'un des leviers, c'était aussi de s'appuyer sur les diètes, les diététiciens qui peuvent faire le lien entre les cuisines et les soins et faire de la sensibilisation. Alors, on a aussi ce sujet de la sensibilisation aux risques associés aux soins qui peut être une vraie opportunité. Est-ce que vous avez d'autres pistes, mesdames? Non, mais c'est vrai que c'est une très bonne question, hein, parce que, on l'a vu, l'alimentation, c'est vraiment un sujet très transversal et la lutte contre la dénutrition, elle passe sur vraiment l'implication de tous les professionnels de l'établissement, dont les professionnels de cuisine qui sont pas toujours, qui n'ont pas la plupart du temps ont pas eu de formation spécifique sur la nutrition ou l'alimentation, en tout cas de personnes en situation de fragilité, la personne âgée ou autre. Donc là, c'est vraiment essayer de mettre en place au sein de l'établissement plus d'interconnaissance, d'une meilleure communication en fait entre les équipes de soins et les équipes restauration. En effet, quand il y a une diététicienne ou un diététicien dans l'établissement, là c'est le top parce que c'est vraiment c'est une des missions de faire vraiment le lien entre ces deux mondes et de faire en sorte que tout le monde se comprennent, partagent les mêmes objectifs, etc. C'est pas toujours possible, donc des fois, il faut un peu créer ce lien. On a des établissements où les cuisiniers sont pas mal impliqués, y compris dans les réunions de transmission. Certains cuisiniers peuvent parfois être, alors c'est rare encore, mais être invités pour vraiment participer aux réunions pluripro et vraiment discuter des cas de résidents ou de patients de l'établissement. Après, il y a des formations aussi qui commencent à se développer. Nous, à la SRAU Nutrition, là, on réfléchit à une petite formation justement pour un groupe d'EHPAD, à des binômes cuisiniers-infirmiers pour essayer justement de les sensibiliser à toutes ces problématiques. Là, dans le cas précis de la personne âgée, mais c'est des choses qu'on peut imaginer et qui pourrait permettre de faire avancer tout le monde là-dessus. Merci Charlotte. Alors, une autre question sur comment favoriser l'appétit des personnes qui souffrent de troubles cognitifs. Est-ce que vous avez des pistes ou est-ce qu'il existe des ressources, parmi toutes les ressources que vous avez citées, qui permettent de trouver des solutions ou des pistes de réflexion sur l'accompagnement de ces personnes qui souffrent de troubles cognitifs? Alors, il y a plusieurs choses qui existent. Déjà, ça peut être, pour favoriser l'appétit, il y a tout l'environnement du repas qui est important, la manière de présenter les plats, visuellement, d'avoir un endroit agréable, de la manière de servir, de présenter au sein de l'assiette. Ça, c'est des éléments qui peuvent aujourd'hui favoriser l'appétit. Après, ça peut être aussi pour certains troubles cognitifs, notamment des personnes qui déambulent, on peut avoir tendance à leur proposer ce qu'on appelle du manger-main, c'est-à-dire des petites bouchées un peu partout, en tout cas qu'ils puissent les manger facilement sans forcément s'arrêter, parce que parfois, pour certains patients qui ont des troubles cognitifs, ça peut être difficile de s'arrêter. Donc ça peut être des éléments. Après, c'est se questionner sur comment ça se passe aujourd'hui l'environnement, qu'est-ce qui pose problème, un peu observer, échanger tous en équipe pour voir quelles adaptations on peut faire pour essayer d'améliorer en fait le moment du repas pour que ça reste un moment agréable pour ces personnes-là aussi et aussi une meilleure organisation peut-être en équipe. Après, on a d'autres éléments, il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous par email où on pourra vous donner peut-être plus de pistes et aussi des liens sur soit des formations ou soit des outils qui sont à disposition. On ne les a pas tous en tête, mais on peut les retrouver et vous les remettre à disposition si nécessaire. Merci Aurélie. On voit un commentaire sur une initiative au niveau de la Sarthe où les formations du clan départemental sont aussi ouvertes aux cuisiniers pour les professionnels du département. Donc, c'est une opportunité de pouvoir se former, se sensibiliser de façon pluriprofessionnelle. Et je crois que c'est un peu le message que vous avez passé tout au long de ce webinaire. Hein. Le sujet de la nutrition, ce n'est pas qu'un sujet de soignants, c'est un sujet d'accompagnement au sens large.
Donc, ça embarque tout le monde, à la fois les professionnels en cuisine, les professionnels de l'accompagnement, en service, etc. Le questionnement de l'évaluation dès l'entrée dans la structure. Et puis, vous avez aussi bien souligné que ça ne concernait pas que le sujet âgé, que le sujet de la nutrition, c'était un sujet, on va dire, au sens large, c'est un sujet de société au sens large, dans nos vies propres à nous aussi. Mais quand on est en structure, ça concerne bien entendu l'enfant, l'adulte et aussi le sujet âgé, avec des points de risque et des points d'attention qui sont spécifiques à chaque secteur. Alors, je crois que ce webinaire, il était vraiment riche à la fois de rappels probablement pour les uns, mais surtout des ressources qui sont disponibles et à la disposition des professionnels. Donc, à la fois ce webinaire, le lien vers votre site Internet et puis le support de présentation qui vous sera mis tous à disposition. C'est déjà presque un condensé et un annuaire de ce qui existe déjà. L'Astra Nutrition est aussi, comme ça l'a été précisé, un interlocuteur en région qui peut être vraiment utile, à la fois pour des éléments de réponse, et puis on l'a bien compris aussi pour faire le lien avec d'autres ressources ou d'autres organisations qui pourraient davantage vous répondre. Donc, un grand merci à vous, Charlotte et Aurélie, pour avoir joué le jeu de parler de ce sujet si vaste et si complexe en moins d'une heure. Donc, un grand merci à vous. On espère que les participants auront, à défaut d'y avoir trouvé toutes leurs réponses, au moins des pistes de réflexion et des pistes de réponse pour leurs travaux. Et nous, du côté de Calirel Santé, on vous donne rendez-vous déjà le mois prochain, puisque notre prochain MQMS du 7 avril portera sur la thématique de l'identito-vigilance. En d'autres termes, des erreurs ou des points de vigilance à avoir sur l'identité des personnes qu'on accompagne en structure médico-sociale, notamment dans leur parcours de soins. Et ce sera un minute qualité médico-sociale que nous organisons en collaboration avec le GCS e-santé. Donc, il est 11h56, on a quelques minutes d'avance. Alors, je vois qu'il y a quelques chats, mais qui sont des merci. Donc, je retransmets si Charlotte et Aurélie les ont pas vus apparaître sur le chat. Dans les prochains jours, vous aurez le replay et les ressources qui vous seront transmises par mail et sur notre site Internet. Donc, on vous dit à tous à très bientôt. Merci à tous. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, au revoir.